Unis. Nous sommes donc avec l'invité de la deuxième heure des matins, Emmanuel Todd. Bonjour. Bonjour. Une réaction peut-être à chaud à ces frappes déclenchées contre l'armée syrienne par Paris, Londres, Washington. Est-ce que c'est le fait que Donald Trump se soit immédiatement positionné en meneur de cette opération ou le fait qu'Emmanuel Macron, par exemple, se range à ses côtés qui vous semble le plus parlant? Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que je suis un peu rassuré parce qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on suivait la presse anglo-américaine, ce que je fais tous les matins, on était dans une séquence anti-russe. En fait, ce qui montait depuis les affaires d'Angleterre, ce qui montait dans le discours, il y a une sorte de montée en puissance d'une russophobie absolument mystérieuse et qui mériterait analyse. Et les derniers développements diplomatiques, c'était les Américains et Trump faisant des tweets menaçant d'une frappe massive, etc. Et les Russes disant eh bien écoutez, si c'est ça, nous allons utiliser notre défense antiaérienne et ce système qui fait peur à tout le monde, le système S-400, qui paraît-il le meilleur système de défense sol-air du monde. Et là, on avait simplement la possibilité d'une guerre majeure et d'une sorte de showdown, c'est-à-dire d'une révélation de la fin d'une partie de poker. Puisqu'en fait, on ne sait pas exactement ce dont les Russes sont capables. Le S-400 est peut-être capable de détruire en l'air tout ce qui vole, et ça aurait été en 10 minutes la fin de l'impérium américain, bon, là, en l'occurrence, ou ça aurait été l'échec du S-400, et c'était de nouveau des États-Unis déchaînés. C'était ça l'enjeu. Alors là, bon, allez, on a tiré des pétards, on a négocié avec les Russes. La Russie a réussi à désamorcer complètement c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une dynamique qui montait anti-russe. Et puis finalement, apparemment, là, les Américains, les Britanniques et les Français ont tapé là où les Russes les autorisaient. Donc on est revenu dans le rien, au stade actuel de l'information. Vous voyez, donc je suis plutôt rassuré. Oui, alors avant de dire, je vais dire de quel point de vue je parle. Je parle d'un point de vue a priori très favorable au monde anglo-américain. Pour qui pas bon. Je suis français, mais comme la France est prisonnière d'un euro qu'elle ne contrôle pas et que son action ne compte plus beaucoup, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, ce qui me préoccupe actuellement, quand on lit la presse occidentale, pour moi, c'est que c'est une presse folle. C'est-à-dire que la vision du monde dans lequel on entretient les citoyens du monde occidental, la vision d'une Russie hyper puissante, menaçante, tentaculaire, totalitaire, etc., est en fait une vision hallucinatoire. C'est pas vrai, c'est pas le cas. La Russie a un régime, ce que j'appelle une démocratie autoritaire, c'est-à-dire Poutine est élu, il y a un certain type de contrôle des organes de presse, mais les Russes sont informés. Tout le monde est d'accord sur le fait que les Russes sont favorables à la politique de Poutine. La Russie est un pays qui doit avoir un peu plus de 140 millions d'habitants, c'est-à-dire 10 fois moins que le monde dit occidental. On parle de 10 fois moins. C'est un pays qui vient de retrouver un certain type de stabilité et de sécurité sociale. Le taux de suicide s'y effondre, le taux d'homicide s'y effondre. Un certain type de confiance sociale vient d'être rétabli en Russie. C'est la vraie raison de la popularité de Poutine. C'est simplement après la crise de la sortie du communisme, les Russes se sentent mieux, ils ont un avenir. La fécondité est un peu remontée, quoiqu'elle rebaisse un petit peu. Et ce pays est revenu, ça c'est vrai, il est revenu à parité sur le plan des technologies militaires. Ça, il ne fait aucun doute qu'ils ont fait une remontée technologique. Et de fait, la Russie se trouve être la seule force au monde qui puisse faire face, être une puissance d'équilibre face aux États-Unis sur le plan militaire. D'où la crainte du moment. Oui, mais évidemment, si on pense en termes d'équilibre des pouvoirs, si on respecte même la Constitution américaine, on doit se dire, en fait, c'est mieux quand même. Parce que l'idée qu'un seul pays au monde serait capable de faire ce qu'il veut n'est pas un bon concept d'un point de vue libéral. Donc même si on n'aime pas la Russie, je veux dire, l'existence d'un pôle de stabilité devrait plutôt, et d'un pôle de stabilité qui n'a pas de vraie capacité d'expansion, parce que c'est trop petit en termes de population, trop faible, on devrait prendre ça comme une bonne nouvelle. Et là, Poutine, la Russie, pas seulement Poutine, la Russie est un monstre, en plus qui est situé par rapport à des critères anthropologiques et familiaux qui ne doivent rien avoir à faire avec la géopolitique, comme le statut des homosexuels,
ou des choses comme ça. Bon, il y a cette vision extrêmement négative Et vous de la trouvez Russie. qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Et donc toutes les interventions russes, tout ce que disent les Russes est considéré comme la parole de Satan, du mensonge, etc. Et puis nous, on fait comme si on était normaux. Mais la vérité, c'est que quand vous lisez, la vérité, c'est que le monde le plus occidental, c'est-à-dire les trois démocraties occidentales originelles, la France, l'Angleterre et les États-Unis, c'est-à-dire les nations qui ont construit la démocratie, en fait, peuvent être considérées comme dans un état de fébrilité absolument incroyable. C'est un monde en crise. De quel point de vue? La crise, c'est l'affrontement partout dans ces trois démocraties, une sorte de division sociale entre ce qu'on pourrait appeler un camp oligarchique et un camp populaire. J'essaie d'échapper à la dialectique fausse de l'élitisme et du populisme. Je viens de relire Thucydide. Et vous avez des saines lectures. Voilà. Et donc, non, pas relire, lire. Je l'avais jamais lu avant. C'est tout à fait des vantardises. Donc, il y a un parti oligarchique qui était par exemple représenté aux États-Unis par Clinton, un parti populaire qui est représenté par Trump. En France, on a en théorie une domination du parti oligarchique avec Macron, et puis un parti populaire, un camp populaire marginalisé, divisé entre Le Pen, Mélenchon. En Angleterre, il y a eu le Brexit, où en théorie, le parti populaire l'a emporté. Mais la vérité, c'est que dans ces trois démocraties, on est dans une situation d'instabilité et de schizophrénie. Le conflit n'est pas réglé. Bon. L'Angleterre va sortir de l'Europe. Le Brexit va se faire. Mais Theresa May n'était pas partisan du Brexit. La classe dirigeante anglaise reste très divisée. Les universités sont toujours favorables au Remain. Il reste un élément de schizophrénie dans la culture politique anglaise. Bon, les États-Unis, c'est encore plus simple. On ne sait plus qui est au pouvoir. On ne sait plus qui est au pouvoir. C'est-à-dire c'est-à-dire Trump est au pouvoir. Oui, on le sait quand même. Il le rappelle assez souvent. Oui, mais si vous voulez, les seuls véritables pouvoirs de Trump sont des pouvoirs externes. Alors il peut faire sa politique commerciale. C'est une bizarrerie du système. Il a été élu sur un programme protectionniste. Et puis il peut appliquer son programme protectionniste. Il le fait. Et dans ce contexte, l'adversaire fondamental, c'est la Chine. Mais il a aussi des pouvoirs de type militaire. Et donc ça donne ces actions cette nuit, ces frappes oui, c'est ça. Mais alors, contre la Syrie, avec ses alliés, mais si vous voulez, britanniques et français. Oui, mais si vous voulez, en fait, on a l'impression que... Comme une réaffirmation de la puissance de ces trois puissances occidentales. Non, mais on ne sait pas... Non, honnêtement, là, moi je suis un chercheur. En plus, j'ai perdu tous mes combats politiques, ce qui est très très bien pour regarder les choses sereinement. Et je dois avouer que je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Si vous voulez, quand Trump fait, de mon point de vue, des choses qui sont raisonnables, c'est-à-dire prendre des mesures protectionnistes, alors qu'on sait que la mortalité augmente aux États-Unis, dans les comtés dont l'industrie a été détruite par l'entrée de la Chine à l'OMC, il fait des choses raisonnables. Et toute la presse du monde occidental dit qu'il est fou. Et puis, quand il fait des choses déraisonnables, c'est-à-dire quand il fait des tweets expliquant qu'il faut envoyer des tas de missiles sur la Syrie où la guerre est perdue et terminée en fait. C'est pour rien tout ça. Alors là, tout le monde fait comme si Trump était un type raisonnable. Mais en fait, je prends conscience d'une chose. C'est difficile pour moi d'admettre que le monde anglo-américain est quand même un peu à la ramasse en fait. J'essayais de donner une interprétation raisonnable, rationnelle de la russophobie anglaise et américaine. Donc j'essaie de me dire, oui, toutes ces histoires de poison. Alors je dois vous dire tout de suite que je ne sais pas... Peut-être ne lisez-vous pas d'ailleurs la presse russophone, Emmanuel Todd. Ceux qui lisent la presse en Russie et qui peuvent nous la traduire nous disent que les Russes rendent bien cette russophobie aux Américains dans l'autre sens, comme si la tension était des deux côtés. Oui, mais si vous voulez, quand vous avez... Je lis... Pas pour rien qu'on parle de regain de guerre froide. Je lis les... Qui se réchauffe d'ailleurs. Je lis les trucs russes en français. Je lis les textes de Poutine ou de Lavrov et qu'il s'agisse des textes, je veux dire, ça c'est pas tellement rassurant non plus, c'est que qu'il s'agisse des textes de Poutine et de Lavrov ou des contacts que j'ai pu avoir, je vais assez régulièrement déjeuner, jusqu'à très récemment à l'ambassade de Russie, le niveau intellectuel
des diplomates russes et des dirigeants russes est très supérieur à celui des Occidentaux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre la situation si vous ne voyez pas cette asymétrie. C'est-à-dire une interview de Lavrov ou une discussion, c'était Orlov, l'ambassadeur, je ne sais plus s'il a changé à l'ambassade à Paris. C'est des gens qui sont très supérieurs intellectuellement aux gens du Quai d'Orsay. Et alors, ça veut dire qu'ils parlent. Ils ont une vision de l'histoire, une vision du monde, une vision de la Russie, une vision de l'équilibre des puissances, une vision du contrôle de soi. C'est ce qu'ils appellent professionnalisme. Hein, vous voyez, c'est ça qui est très inquiétant. C'est-à-dire que quand quand vous sortez, en gros, si vous arrêtez de lire juste Le Monde et de croire ce qu'il y a dedans, vous vous dites, écoutez, où est la rationalité, où est l'intelligence, où est le contrôle de soi? C'est ça qui est important. Et vous voyez, et donc, je pense qu'on ne voit pas qu'on est dans un pays malade. Je voudrais terminer ce que je disais, parce que j'étais dans une discussion où j'ai admis que mon interlocuteur avait raison contre moi. C'est-à-dire que donc je discutais avec mon copain Olivier Berruyer, le patron du site Les Crises, qui est d'ailleurs en procès avec Le Monde, et j'essayais de lui trouver une interprétation rationnelle et cynique du comportement de Theresa May et de Trump. Donc je lui disais, Theresa May... En général ou sur les Russes, sur la russophobie, puisque c'est le problème maintenant, la russophobie, ou l'hostilité à la Russie, ou l'agression russe pour ceux qui veulent, enfin j'en sais rien. Je disais, écoute, à mon avis, le Brexit, elle l'a pas négocié comme elle l'espérait, elle essaye de noyer le poisson, ce qui est tout à fait absurde, parce que le seul type la Russie ne menace aucunement l'Angleterre. Le type qui menace le Royaume-Uni, c'est Barnier, avec son jeu sur la frontière irlandaise. Mais finissez sur votre discussion. Voilà, mais donc, je disais, c'est pour noyer le poisson. Et puis Trump, il a constaté que chaque fois qu'il tire des missiles ou qu'il dit des choses anti-russes, le Washington Post et le New York Times lui lâchent un peu les baskets. Et Olivier me disait, oui, peut-être, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que cette russophobie, cette fixation pathologique sur un pays qui n'a pas la puissance qu'on dit, est sincère chez les journalistes et certains ou la plupart des politiques occidentaux. Il y a quelque chose de sincère qui mérite d'être analysé. Et c'est une analyse que je n'arrive pas à faire. Je ne comprends pas cette fixation pathologique. Vous voyez, c'est ça qui est terrible pour un chercheur. Je veux dire, ça suggère la russophobie et tous ces trucs internationaux, je ne le vois plus comme des... Si vous êtes du côté russe, vous êtes dans un univers de rapports, de force rationnelle et de maîtrise de soi. Ce qui est clair, c'est que... Et si vous êtes dans le camp occidental, vous êtes dans un univers de passion incontrôlée qui renvoie à des troubles psychiques que vous ne comprenez pas. Ce qui est clair, Emmanuel Todt, c'est que pour vous, on est quand même à nouveau, ça s'appelle peut-être un changement de cycle, mais ça peut être un retour aussi, à nouveau dans une tension binaire, dans deux camps frontaux. Les États-Unis d'un côté, avec des alliés occidentaux, dites-vous, et la Russie de l'autre. On croyait quand même s'en être sorti de cette binarité. Or, depuis 10 minutes, vous ne nous parlez à nouveau que de cela. Non, c'est pas moi, c'est la presse. Votre incompréhension, votre inquiétude, par-delà, dites-vous. Moi, je rêverais d'avoir une décoration russe pour service rendu à la paix. Donc, c'est pas moi qui parle comme ça. Je pense que ce qui se passe quand même, c'est que si on essaye d'avancer vers une solution rationnelle, c'est que la réalité du problème du monde, il faut la chercher dans les pays les plus avancés. C'est-à-dire la Russie ne fait pas partie des plus avancés. La Russie est sur une position de reconstruction défensive. Elle ne fait pas l'histoire du monde. Elle est une puissance d'équilibre. Ce n'est pas non plus l'Europe, qui n'est pas un pays. Mais l'Europe est en crise. Rien ne marche. On a 10% de chômage. On vient de perdre la capacité de construire des chemins de fer. On a un déficit commercial épouvantable en France. On a une bonne natalité en France, quand même. Mais non, elle est en train de baisser. Macron va réussir apparemment. Elle est en train de baisser. Voilà. Et puis, le monde anglo-saxon est dans une mutation. Il est encore dans un état intermédiaire. Il y a cette opposition. La Chine, elle doit faire face au protectionnisme américain. Là, on est dans la partie rationnelle, finalement. Et donc, j'essaie de voir ce que peut représenter rationnellement la Russie. Donc, il y a ce parti populaire et ce parti oligarchique dans toutes les démocraties occidentales. Le parti populaire est protectionniste. Il veut un État qui s'intéresse à la protection de ses citoyens, des nations qui se referment un peu sur elles-mêmes pour les protéger, tout en continuant à commercer raisonnablement. Et en fait, à l'insu de son plein gré,
la Russie est peut-être devenue un modèle pour ces gens. C'est-à-dire que Poutine, le vrai défaut de Poutine, les Chinois, le Parti communiste chinois, la Chine est un régime policier, mais la Chine, le Parti communiste chinois, a mis sa force de travail au service du capitalisme occidental. Poutine, c'est le type qui a refusé de mettre les Russes sur le marché mondial du travail. Et de fait, la Russie devient peut-être, à l'insu de son plein gré, un modèle de développement autonome des nations et fascine le Parti populaire. C'est peut-être là on a un élément de rationalité. Allez, on a un élément de rationalité. On va continuer sur cette discussion avec vous, Emmanuel Todt, dans quelques instants. Une réaction, Emmanuel Todt? J'ai été très frappé, il y en aurait beaucoup surtout, mais par le témoignage sur la Syrie. Je voudrais essayer de suggérer qu'on ne nous dit pas la vérité sur la Syrie. Bon, Assad est un dictateur sanguinaire, ignoble, etc. Et on est censé agir, envoyer des pétards. C'est quand même plus que des pétards, hein. Ça fait 2 fois que vous dites pétards. Non, mais je veux dire, l'effet militaire de ces tirs sera nul. Les missiles coûtent plus cher que les cibles. Non, on a déjà vu. Non, vous me faites venir, je donne mon opinion. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais au-delà de ça, personne ne réfléchit sur les raisons de la victoire d'Assad. On dit toujours c'est les Russes, c'est les Iraniens. Mais la vérité, c'est que la société syrienne, de départ, était très divisée. Au moment où la France est intervenue dans cette affaire, où François Hollande avait commencé à réclamer à corps et à cri le départ d'Assad, moi vous savez, je fais de la cartographie, je suis anthropologue, et donc j'ai ma carte des systèmes familiaux, des cartes démographiques de la Syrie, donc j'ai la carte des régions où la fécondité est plus basse, où il y a moins de mariages entre cousins, où les femmes ne sont pas toutes enfermées, en fait, puisqu'il y a de grandes différences culturelles à travers la Syrie. Et puis je suis tombé sur une carte des zones tenues par le régime Assad et par les rebelles. Et la carte des régions tenues par le régime Assad était la carte des régions, de toutes les régions où le statut de la femme était le plus élevé. Et la carte des régions rebelles, c'était la carte des taux de patrie localité à 99,99%, avec des taux de mariage entre cousins super élevés. Ça veut dire que nos alliés là-bas, en fait, culturellement, sont les plus loin de nous. C'est-à-dire que les gens, si on était sincère, si on agissait vraiment au nom de valeurs, comme on dit, on se poserait ce genre de questions. La réalité de la victoire d'Assad, donc c'est pas simplement les régions alaouites qui ont une parenté avec le chiisme, et c'est vrai que le chiisme encourage un statut de la femme plus élevé, ça donne des sociétés plus efficaces, etc. Mais c'est pas simplement ça. Il y a aussi des classes moyennes sunnites en Syrie qui soutiennent Assad. Personne ne réfléchit là-dessus. Personne. Et donc, vous voyez, vous parliez tout à l'heure dans ce témoignage, était à la fois désespéré et étonné de voir les alliés se transformer en ennemis. Mais c'est simplement parce que la rébellion était le fait des régions les plus antiféministes, les plus arriérées, les plus fermées. C'est comme la raison pour laquelle, si on réfléchit rationnellement, pourquoi est-ce que les Russes ont gagné cette guerre? Les Russes ont gagné cette guerre parce qu'ils ont pris les bons alliés sur le plan de la dynamique culturelle. Et que la vérité, c'est que tous nos alliés, à nous, occidentaux, là-bas, à commencer par l'Arabie Saoudite, sont les pays les plus loin de nous et les plus inefficaces en termes de dynamique éducative et culturelle. Alors, je dis pour ça, vous êtes confrontés à ces forces majeures, vous envoyez une centaine de missiles sur des bâtiments vides. Ouais, c'est pour ça que je reviens sur cette histoire. Il y a une sorte de disproportion entre la puissance des forces historiques, anthropologiques sur le terrain et ces actions militaires. On n'a plus de but. L'Occident est perdu. Sur cette dérive autoritaire, y compris dans les démocraties libérales, Mélanie citait le journal Le 1 sur ces présidents à vie. Oui. Ça fait penser, Emmanuel Todt, à ce que vous écriviez d'ailleurs il y a 10 ans maintenant, après le communisme, c'est-à-dire cette post-démocratie. Oui. On y est dans la post-démocratie. Oui, mais évidemment, mais je pense qu'il faut pas... C'est la fin d'une histoire commencée en 89. Mais oui, il faut pas généraliser. Il y a une dynamique générale de l'histoire humaine, il y a une hausse des taux d'éducation, il y a une stagnation des taux d'éducation dans les pays les plus avancés, mais par exemple, on ne peut pas dire la Russie et la Chine, c'est la même chose sur le plan de la dictature. La Chine a un régime de parti unique, avec contrôle d'Internet, la police règne, il n'y a pas d'élection, et la Russie
Il y a des élections. Les démocraties occidentales, les 3 grandes démocraties occidentales, il y a ce problème d'affrontement entre un parti populaire et un parti oligarchique, mais il y a des différences. Je veux dire, la France est le pays le plus fermé, où le monde populaire est le plus marginalisé, avec d'un côté Macron, représentant les éduqués, les riches, etc., et le Front National représentant le monde populaire en perdition culturelle. Alors que dans les pays, en Angleterre, quand même, le Brexit a été accepté, il y a une partie du Parti conservateur qui a accepté le vote populaire. Il faut accepter de rentrer dans la diversité du monde. On ne peut pas simplement faire des slogans en disant « il y a des gentils, c'est nous, il y a des méchants, c'est les autres ». C'est de ça que j'essaie de sortir. Est-ce que je peux vous faire entendre un ancien président, le nôtre, l'ancien président de la République, François Hollande? Il était sur France Inter jeudi matin. Écoutez ce qu'il dit de l'avancée de l'histoire. Moi, je fais partie d'une génération où la démocratie, elle était en mouvement et en progrès partout dans le monde, où le mur de Berlin s'est effondré, où les pays émergents aspiraient aussi à la liberté, à la démocratie. On va y revenir. C'est fini. Aujourd'hui, c'est pour l'instant arrêté. Et même dans notre pays, dans notre Europe, il y a ce recul. Et la presse, pour moi, elle est aussi menacée. Ce que je regrette, c'est que la presse elle-même ne se fasse pas respecter comme elle doit le faire. Mais sur sa place, sur son rôle, pas sur le bruit. Sur le bruit, la presse est très présente, mais sur sa conception de ce qu'est la démocratie. Alors c'est moins sur la presse, on vous a entendu tout à l'heure, Emmanuel Todd, sur la presse. C'est moins sur la presse que sur l'évolution de cette démocratie. Le Guardian, que vous avez cité, est en train de devenir complètement cinglé. Emmanuel Todd, que sur cette évolution de la démocratie, avec notamment la réélection dimanche dernier de Viktor Orban en Hongrie, et ce qu'il est en train de faire, qu'il appelle une démocratie illibérale. Oui, mais vous voyez, ce qui est choquant quand j'entends François Hollande, c'est qu'il parle de la démocratie et il se met dans la posture du type qui est du côté de la démocratie. Mais ça n'est pas vrai. C'est un européiste. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est un européiste. Alors il faut se rentendre sur ce qu'est la démocratie. Eh ben c'est ça le problème. C'est-à-dire que le mot est là, tout le monde l'a dans la gueule, et on ne sait plus ce que c'est. Mais la France est un pays, les gens croient que la démocratie, c'est quand on vote et qu'il y a une presse qui dit ce qu'elle veut. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà mais pas mal. Ça ne suffit pas. Une démocratie représentative, c'est les gens votent, des élites légitimes sont désignées qui appliquent les décisions populaires. Et ce qui est caractéristique de, entre guillemets, la démocratie française, c'est que si les gens votent et prennent des décisions qui ne plaisent pas aux élites, elles ne sont pas appliquées. Le moment où la France a cessé d'être une démocratie représentative au sens classique, c'est le référendum de 2005, où les Français ont voté non et les élites ont transféré ce non en oui. L'Angleterre reste une démocratie, parce que le Brexit est appliqué par le Parti conservateur. L'Amérique reste une démocratie, mais nous, on ne peut plus dire ça, vous voyez. Et quant à la Hongrie, je vais vous dire, moi j'aime la Hongrie pour d'autres raisons. C'est dans un voyage en Hongrie que j'ai découvert la fin du communisme. Les Hongrois sont un peuple héroïque. C'est le seul pays qui a osé se lever contre la dictature soviétique en 1956. Ils ont été sauvagement réprimés et les Russes les ont respectés pour ça. C'est eux qui ont abattu le mur. C'est eux qui ont laissé passer les Allemands de l'Est. Oui, mais parce que les Hongrois, non, mais l'une des valeurs. Et oui, mais il faut voir les choses correctement. Encore une fois, je ne dis pas qu'Orban est un type sympathique, mais je dis qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe et ne pas se raconter que tout est manipulé. J'ai l'impression que l'establishment est complotiste, en fait. Il y a des complots partout et personne ne veut voir pourquoi Orban est réélu. Je déteste sa campagne sur l'immigration, etc. Mais l'une des valeurs fondamentales de la Hongrie, que montre toute son histoire, de 1848 à 1956 et 1989, les Hongrois sont un peuple patriote. La valeur nationale en Hongrie, c'est un pays qui survit tout petit, qui survit au cœur de l'Europe centrale contre vents et marées, qui n'a pas envie que son territoire soit parcouru de vents incontrôlables et qui fait de son existence en tant que nation. Et alors, la preuve, et donc ça me donne envie de dire, mais si on ne comprend pas les Hongrois, pourquoi on ne les comprend pas? Parce que nous, on a des élites qui ne sont plus patriotes. Je veux dire, est-ce que j'irais jusqu'à dire que nous, on a des traîtres au pouvoir? Mais non, on a des gens qui veulent dépasser la nation, qui disent qu'on ne doit plus avoir de monnaie nationale, qui sont pas très clairs sur le respect des frontières nationales. Si vous voulez, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie de renverser les choses. La russophobie, la magyarophobie pour les Hongrois, etc. En fait,
les gens qui en parlent ne connaissent rien à la Russie, ils ne connaissent rien à la Hongrie. Est-ce que les gens savent qu'il y a une partie de la tradition hongroise qui est calviniste, très importante, et que ça explique la dynamique de ce pays, qu'il y a eu 3 cultures. Comprendre ce qui s'y passe, donc, Emmanuel Todd nous permettrait de mieux réagir. Quand on parle de la Russie, quand on parle de la Hongrie, en fait, on parle de nous et on parle de notre crise à nous et à notre déficit de valeurs spirituelles, à notre déficit, de sentiment national. Sans sentiment national, il n'y a pas de projet. On est à la dérive. On devient agressif, on lance des missiles comme des couples qui se jettent des assiettes à la figure dans des cuisines parce qu'ils n'arrivent plus à se parler. On est dans l'irrationnel et l'émotionnel. Et je recommande à tout le monde la lecture des textes de Lavrov et de Poutine s'ils veulent lire des choses intelligentes sur la géopolitique. Dans le texte et dans la langue. Et je vous jure que ce matin, les exposés du Guardian, du Daily Telegraph et du Monde sur ce qui se passait étaient tellement mauvais que j'ai dû, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, j'ai dû aller sur le site de RT France, le truc russe, pour comprendre à peu près ce qui se passait en Syrie. Et vous pensez avoir mieux compris ? C'était beaucoup plus détaillé, il y avait toutes les informations qu'il y avait dans les autres, plus d'autres. Bon, on voulait aussi vous parler de la situation en France, Emmanuel Todd. Vous reviendrez pour parler de la France, pour parler des grèves. Je ne vais pas pouvoir dire mon soutien à la grève des cheminots. Écoutez, si, voilà, vous l'avez fait. Si c'est juste pour nous dire. Je peux vous dire ce qui va se passer s'ils perdent ? Allez. Eh bien, vous avez 30 secondes pour le faire. J'ai fait récemment une intervention devant une mutuelle sociale agricole. Donc j'ai découvert que la mise en instabilité, en insécurité par l'Europe des prix agricoles avait provoqué la poussée nationale, Front National qu'on a constaté dans les milieux agricoles, puisque flexibilité pour les gens, ça veut dire insécurité. Et je vous fais le pari que si on brise la SNCF, si on brise la CGT, on n'obtiendra aucune amélioration économique, mais que le réseau de chemin de fer français va devenir une zone ou un des axes de diffusion supplémentaire de l'influence du Front National en France. Bon, Ah non, j'écoute plus du tout ce que dit Macron. Il m'intéresse plus du tout. Ah bon, bah alors, c'est raté. Il est hors, il répète toujours la même chose. Il fait semblant d'être président parce qu'il n'a pas de vrai pouvoir, il contrôle pas la monnaie. Donc être président en France, c'est passer à la télé, si vous voulez. Et puis réduire les petits privilèges des petites gens et ne pas toucher aux privilèges des gens qui ont des gros privilèges. Donc je n'écoute plus Macron. Je n'écouterai pas, j'ai pas écouté des trucs, et je n'écouterai pas son truc demain.